Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 23h. Voici les titres de cette édition. En Côte d'Ivoire, ce lundi, Patrick Bernasconi, le président du Conseil économique et social de France, a été reçu en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. Une convention de coopération a été signée ce jour également dans le cadre de cette visite de travail et d'amitié. Et l'actualité de cette journée a été également marquée par la proclamation des résultats des élections couplées de ce dimanche. Pour les municipales, victoire de 3 candidats RHDP, 2 indépendants et 1 PDCI. Les détails dans la suite de ce journal. Et puis au Japon, une explosion dans un restaurant a fait 42 personnes blessées dans le nord du pays. Une enquête sur les causes de l'explosion survenue la veille a été ouverte ce lundi selon les autorités. Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara a reçu en audience ce lundi au palais présidentiel le président du Conseil économique et social de France, Patrick Bernasconi. Le compte-rendu de leurs échanges avec Jérôme Kofi-Abola. Pour une coopération plus étroite entre le Conseil économique, social et environnemental de France et celui de la Côte d'Ivoire. Reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, ce lundi, le président de cette institution française, M. Patrick Bernasconi, avec à ses côtés son collègue ivoirien Charles Kofi-Dibi, a souligné l'importance de cette coopération. Il a indiqué qu'une convention a été signée entre les deux parties, et cela dans le cadre du renforcement de cette coopération. Le Conseil économique, social et environnemental français est très important. Il fait partie de ces conseils qui sont aujourd'hui très dynamiques, qui par leur rayonnement amènent évidemment de par le monde une très belle représentation des corps intermédiaires, de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, à savoir les organisations, syndicats, associations d'un pays à travailler ensemble. Et ce rayonnement est important et la Côte d'Ivoire joue vraiment un rôle, en la personne aussi de son président, joue un rôle très très important. Donc nous sommes évidemment très attentifs et dans ce cadre on a signé une coopération, voilà, une convention de coopération qu'on s'aide mutuellement à ce rayonnement et à faire en sorte que ces outils-là puissent se développer aussi de par le monde. Pour Patrick Bernasconi, le Conseil économique, social et environnemental constitue un maillon essentiel dans le développement de tout pays. Et Patrick Bernasconi a aussi participé au cours de cette journée à la plénière du Conseil économique, social, environnemental et culturel ivoirien. Au cours de cette réunion, les présidents des deux institutions ont convenu de renforcer leur partenariat par la signature d'une convention de coopération. Une occasion pour les deux institutions de matérialiser l'étroite collaboration existante entre la France et la Côte d'Ivoire. Et toujours en terre ivoirienne, la journée d'hier a été marquée par la reprise des élections municipales et régionales dans 6 régions et dans 6 communes et 2 régions. Les résultats sont connus depuis cet après-midi, des résultats proclamés par la Commission électorale indépendante. Le point avec Michel Digré. Après la consolidation des procès-verbaux, la Commission électorale indépendante proclame les résultats après le scrutin de ce dimanche. Concernant les régionales, le candidat indépendant Serré Do Célestin remporte le siège du Guémon. Kanzakba Kobenan du RHDP triomphe dans le Lodjibois. S'agissant des municipales, le candidat indépendant Méry Sami est déclaré vainqueur à Lakota. À Bengéville, l'indépendant Youssouf Doumbia triomphe de ses adversaires. Les communes de Boko et de Rubuno sont respectivement raflés par Fofana Salif et Kwasi Marie-Virginie du RHDP, tout comme Grand Bassam où le candidat RHDP Jean-Louis Moulot a été élu. Le PDCI RDA lui remporte le siège de la commune de Port-Boué avec Émou Sylvestre. En politique, 5 membres du gouvernement et cadres du PDCI disent non à la rupture avec le RHDP. Il s'agit d'Alain Richard Donvaï, Jean-Claude Kouassi, Abinan Kouakou Pascal, Raymond Goudou Kofi et Albert François Michia. Ils affirment ainsi leur appartenance au parti unifié. Et pour se faire entendre et mieux faire passer leur message de paix et de stabilité, ils annoncent la création d'un mouvement au sein du PDCI. De plus amples informations avec Moussa Konaté.
Ils affirment leur fidélité au PDCI et disent non à la rupture avec le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Alain Richard Donvaï, Jean-Claude Kouassi, Raymond Goudou-Kofi, Abina Kouakou Pascal et Albert François Amichia, 5 membres du gouvernement, militants du PDCI, affichent leur appartenance au parti unifié. Ils annoncent la création d'un mouvement au sein du PDCI. Un certain nombre d'entre nous, au PDCI, conscients des risques que ferait courir à notre pays la rupture du dialogue avec nos frères et sœurs de la famille des Oufouettistes, avons décidé d'agir. Nous avons rédigé une déclaration qui résume notre lecture de la situation et avons fait partager son contenu aux membres de nos instances sur le territoire national afin de recueillir les signatures de ceux qui épousent cette position. Nombre d'entre eux, après la signature, ont estimé qu'il était important de faire entendre cette voix au sein du parti, mais également à l'ensemble de la nation ivoirienne, parce qu'il s'agit de son destin, de notre destin commun. C'est ce qui nous a conduit à envisager la création d'un mouvement à l'intérieur du PDCI-RDA pour agir et faire entendre les aspirations de toutes ces militantes et de tous ces militants. Pour ces cadres du PDCI, la place du parti se trouve dans la grande famille des Oufouettistes. Ils appellent donc au dialogue pour la paix et la stabilité. Les membres du mouvement ont adopté les positions suivantes. Ils souhaitent une amélioration et un renforcement rapide de la gouvernance du PDCI-RDA qui tiennent compte des exigences et contingences actuelles et des temps à venir. Ils sont des partisans et des artisans de la paix pour une stabilité durable en vue de l'épanouissement de nos populations et de la prospérité de notre pays. Pour ce faire, ils disent non à la rupture et préconisent la reprise à court terme d'un dialogue structuré, inclusif et franc entre les enfants du président Félix Houphouët-Boigny au sein du RHDP. Ces cadres du PDCI annoncent le lancement de leur mouvement le 23 décembre prochain. Intéressons-nous à l'économie à présent. À l'Assemblée nationale, les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières ont adopté à la majorité le projet de loi des finances pour l'année 2019. Il se chiffre à plus de 7 334 milliards de francs CFA. Les projections prévoient une croissance de 7,8% contre un déficit de 3%. Les détails avec Lanciné Bakayoko. Ce projet de budget adopté en commission s'équilibre en ressources et en charges à 7 334 milliards de francs CFA, en hausse de 8,6% par rapport à 2018. Les prévisions de recettes fiscales fixées à 3 669 milliards 88 millions 661 629 francs CFA reposent sur la poursuite des réformes en matière fiscale et douanière, la modernisation de l'administration financière, le renforcement du contrôle fiscal et les efforts continus de productivité des services de recouvrement. Les prévisions de mobilisation sur les marchés monétaires et financiers régional et international s'élèvent à 1 428 milliards 992 millions 695 130 francs CFA. Quant au concours extérieur attendu, il se chiffre à 1 319 milliards. En ce qui concerne les dépenses, les échéances prévues en 2019 au titre de la dette publique se lèvent à 1 821 milliards de francs CFA. Plus de 1 720 milliards vont être absorbés par les charges de personnel. Ainsi, la masse salariale des fonctionnaires devrait enregistrer une augmentation de 85,5 milliards en comparaison à l'exercice budgétaire précédent. Cette augmentation est liée notamment à la prise en compte de l'impact financier des recrutements nouveaux, à peu près 17 226 agents dont le recrutement est prévu. Elle est également liée aux avancements et aux promotions, ainsi qu'à la deuxième tranche du stock des arrêts d'avancement des fonctionnaires. Du côté des dépenses d'investissement, elles se situent à 2 095 milliards, réparties presque de moitié entre les ressources intérieures et extérieures. L'atteinte des objectifs poursuivis à travers ce projet de budget requiert la mise en œuvre de mesures cohérentes pour encadrer sa bonne exécution, ainsi que des réformes nécessaires pour améliorer le recouvrement des ressources
et l'efficacité des dépenses. Un accent sera mis sur le respect de la discipline budgétaire, le renforcement du contrôle a priori et le suivi de la capacité d'absorption des crédits liés à l'investissement. Précision, le taux de croissance projeté culmine à 7,8% contre un déficit budgétaire de l'ordre de 3%. Durant cet exercice budgétaire, les affectations se feront sur la base de budget programme. Le Made in Côte d'Ivoire est présent à la foire du commerce intra-africain qui se tient en Égypte. Les PME et commerçants ivoiriens y cherchent de nouveaux marchés sur le continent pour leurs produits. Une petite visite de ces stands par notre reporter Mahama Traoré. C'est une douzaine de stands qu'occupe la Côte d'Ivoire à la première foire intra-africaine du commerce au Caire, en Égypte. Pour la plupart, ces stands font la promotion des atouts agricoles de la Côte d'Ivoire. Les visiteurs ont ainsi l'occasion de découvrir l'atiéké, le miel et les produits dérivés du cacao, de l'anacarde, du mil et du beurre de karité made in Côte d'Ivoire. Des produits déjà connus sur les marchés européens et asiatiques, mais en quête de percée sur le marché africain. Anciennement, nous livrons du beurre de karité à la Tunisie, au Maroc et un peu à l'Algérie. On n'avait vraiment pas de marché au niveau de l'Égypte. J'ai tapé à beaucoup de portes, à des sociétés cosmétiques qui sont très heureux d'avoir le beurre de karité directement venant de la Côte d'Ivoire parce qu'anciennement, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie prenaient le beurre de karité à partir de la France. Les artisans ivoiriens sont aussi à la conquête du marché africain. À cette foire, ils sont venus proposer des pagnes tissées, des prêt-à-porter, mais aussi des accessoires de mode, comme ces sacs en cuir. Il y a un gros marché en Afrique, ça c'est clair. L'Afrique est de plus en plus consommatrice de ce qui se fait sur place. Et puis bon, comme c'est notre bataille de transformer nos produits bruts. Parce que tout ce qu'on a là, l'idée, les accessoires sont faits par des artisans sur place. Le cuir, c'est de chez nous. Le batik, on le fait faire par les artisans. En fait, c'est d'avoir un label, on ne peut pas dire 100% Made in Côte d'Ivoire, mais 100% Made in Afrique. Une ambition réalisable. Le marché africain compte plus de 1,2 milliard d'habitants. Ce marché représente 23% des 7 302 milliards de marchandises exportées par la Côte d'Ivoire en 2017 et 20% des 5 594 milliards de biens importés dans le pays. Des chiffres appelé à évoluer avec l'entrée en vigueur prochaine de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. L'Afrique a tout à gagner avec l'application d'une zone de libre-échange. Pour plusieurs raisons. Les pays européens ont des zones de libre-échange. Et ça n'empêche pas les pays de compétir au niveau industriel entre eux. Et le bénéficiaire, c'est le consommateur, c'est l'habitant, c'est la population des pays. Pour cette première édition, la foire intra-africaine du commerce a enregistré plus de 2000 exposants et 70 000 visiteurs. 27 milliards de dollars d'accords commerciaux ont été conclus selon la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Et à la suite de cet élément, notons qu'en Côte d'Ivoire, en 2017, le niveau global des échanges commerciaux a atteint 12 896 milliards de francs CFA contre 11 496 milliards en 2016, soit une hausse de 12,2%. L'excédent commercial est quant à lui passé de 1 708 millions de francs CFA en 2017 contre 316 milliards de francs CFA en 2016, soit une hausse de 29,8%. Dans le domaine de la justice, la rentrée judiciaire 2018-2019, une soixantaine de juges, magistrats et greffiers ont intégré le tribunal militaire d'Abidjan. Investis du pouvoir de juger, ils ont prêté serment au cours d'une audience solennelle qui a été présidée par le premier président de la Cour d'appel d'Abidjan. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. En jurant devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les affaires, suivant leur conscience et leur intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme propre et libre, et de conserver le secret des délibérations même après la cessation de leurs fonctions. 60 juges, 2 magistrats et 3 greffiers militaires font leur entrée au tribunal militaire d'Abidjan. Ces officiers généraux, officiers supérieurs,
officiers subalternes et sous-officiers des forces armées et fonctionnaires de la police nationale sont désignés pour une année civile à composer les chambres de jugement et de contrôle des instructions du tribunal militaire d'Abidjan. Investis du pouvoir de juger leurs semblables, ces nouveaux juges, magistrats et greffiers ont prêté serment en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, lors d'une audience solennelle présidée par le premier président de la Cour d'appel d'Abidjan. Ils doivent se comporter en tout comme des dignes et loyaux magistrats. Et vous avez vu la formule qui leur fait obligation de n'avoir ni haine ni affection, mais de juger en toute conscience en regardant seulement les charges qui leur sont présentées et de juger dans leur intime conviction. Les nouveaux juges, magistrats et greffiers s'engagent à exercer leur métier avec honnêteté, loyauté et discipline. Nous aurons, avec les collègues et moi, une lourde tâche. La lourde tâche de juger les faits et actes commis par nos collègues militaires, gendarmes et policiers. Et donc, nous nous emploierons à dire la justice de façon équitable, avec impartialité. Nous allons juger en notre âme et conscience et nous allons faire en sorte que les militaires se conduisent le mieux possible en disant la justice. Cette rentrée solennelle sera suivie d'une série de procès qui s'étendra sur toute l'année judiciaire, sans interruption de décembre 2018 à octobre 2019. La 5e vague de recensement général de la population et de l'habitat a été lancée le vendredi dernier. Cette opération fait suite aux manquements constatés lors de l'opération de 2014. Ce nouveau recensement coûtera à la Côte d'Ivoire la somme de 19,6 milliards de francs CFA. Le reportage de Cheikh Koné. Fournir des informations fiables sur les données socio-économiques pour le suivi des indicateurs et mettre à jour les statistiques sur l'effectif global de la population de Côte d'Ivoire, sa composition par sexe et par âge, c'est l'un des objectifs de cette nouvelle opération de recensement, le 5e du genre. Le RGPH 2019 permettra de fournir des bases de données actualisées, démographiques et socio-économiques, de mettre en évidence les efforts faits par le gouvernement dans les secteurs sociaux, de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre du PN2 2016-2020 et de fournir les informations indispensables aux programmes actuels de l'État. Pour ce 5e recensement, 40 000 enquêteurs ont été mobilisés et vont sillonner dès janvier 2019 tout le territoire national. Le ministre Sansan Kambilé, représentant le chef du gouvernement, a lancé cet appel pour la réussite de l'opération. Ce projet nécessite l'implication de tous et chacun doit se sentir concerné et se rendre disponible. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, j'exhorte l'ensemble de la population de la Côte d'Ivoire à adhérer à ce recensement en réservant un bon accueil aux agents recenseurs et en leur fournissant des informations recherchées. Monsieur le Premier ministre met en mission tous les administrateurs, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et leur demande d'apporter tous les appuis nécessaires à la réussite de cette opération. Il invite tous les élus locaux, les chefs religieux, les chefs coutumiers et les leaders communautaires à apporter leur soutien au RGPH 2019 et leur demande de sensibiliser les populations à cette importante opération. Le budget alloué à cette nouvelle opération est de 19,6 milliards de francs CFA avec un engagement du gouvernement de 3 milliards de francs CFA au titre de l'année 2018. Pour la mobilisation des 16,6 milliards de francs CFA restants, une table ronde des bailleurs de fonds sera organisée le 19 décembre prochain par le gouvernement. La Côte d'Ivoire autosuffisante en riz, on peut l'espérer. C'est en tout cas ce que traduit l'action du ministre de l'Agriculture et du Développement rural par la mise en service vendredi dernier de l'aménagement hydro-agricole. L'infrastructure réalisée sur le fleuve Nzi a coûté plus de 14 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire et devrait permettre une production additionnelle d'au moins 3000 tonnes de riz et 1000 tonnes de produits maraîchers par an. Léon Brou. Remise de prix aux meilleurs riziculteurs jeunes, femmes et hommes 2018 de Mbayakro. Des distinctions du ministre de l'Agriculture et du Développement rural pour encourager les riziculteurs à l'atteinte des objectifs du gouvernement sur cette plaine aménagée de 450 hectares. Nous espérons
une production de près de 4200 tonnes de paddy et avec à la clé des emplois permanents de l'ordre de 355, des revenus additionnels pour les producteurs de 900 millions de francs CFA par an. Cette production permanente de riz et de maraîchers grâce à la fourniture régulière d'eau à partir du fleuve Nzi, un système d'irrigation avec 2 stations de pompage, un réservoir de régulation et ce barrage gonflable. Ce modèle a été préféré au barrage en terre classique pour les raisons suivantes. Prélever juste la quantité d'eau nécessaire du Nzi pour l'irrigation des parcelles. Ce prélèvement de l'eau d'irrigation est surtout nécessaire à partir de la décrue du fleuve Nzi. Le Nzi reste ainsi dans son lit et l'environnement et l'équilibre écologique sont maintenus. Coût de l'infrastructure, plus de 14 milliards de francs CFA financés par l'État, la BOAD et le Fonds cohésien. Un effort dans le cadre du Programme national d'investissement agricole PENIA pour développer la filière riz. Objectif, autosuffisance de la Côte d'Ivoire en riz. Notre besoin est de 1 900 000 tonnes par an. Depuis 2012, nous sommes montés jusqu'à 1,4 million. Nous, producteurs du périmètre rizicole de Mbayakro, sommes prêts à assumer notre part de responsabilité, renforcer notre parc de matériel agricole, le renforcement de leurs capacités. L'État engagé à pérenniser cet aménagement hydro-agricole, répond le ministre de l'Agriculture qui en évoque les retombées. La BOAD vient de me confirmer un fonds de roulement conséquent. En tout cas, la balle ne sera pas dans le camp du gouvernement. Ce projet ne sera pas à l'abandon et nous allons veiller avec l'ONDR et l'ADERI à l'entretien de cet ouvrage. Le projet hydro-agricole de Mbayakro date de 1999. C'est le président Alassane Ouattara qui a boosté sa réalisation en 2014 lors de sa visite dans la région de Lifou. Ainsi achevé, ce projet offre à plusieurs localités des infrastructures d'accès à l'eau potable. Et des nouvelles de la COP24, un projet d'aide aux pays en voie de développement dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques a été présenté par le Royaume de Belgique. Notre pays, la Côte d'Ivoire, présent à cette conférence sur le climat, bénéficie de la mise en œuvre de ce projet qui est à sa phase pilote. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Grace Kando. Les 188 pays signataires de l'accord de Paris sur le climat se sont engagés à diminuer leur niveau de pollution. Au nombre de ces pays, la Côte d'Ivoire. Elle s'engage à réduire de 28% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Pour accompagner les pays en développement dans cette vision, le Royaume de Belgique a lancé l'initiative de soutien aux contributions déterminées au niveau national. Une dizaine de pays sont concernés par la phase pilote de ce projet, dont la Côte d'Ivoire. L'appui apporté à travers cette initiative de soutien aux contributions déterminées au niveau national a permis aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'enclencher un certain nombre de projets dans le cadre de l'agriculture, de la foresterie et la réduction des gaz à effet de serre. Donc ce sont des initiatives qui sont très importantes. Le but étant de permettre à ces pays de constituer un inventaire des gaz à effet de serre et de développer au départ de cela une méthodologie pour lancer diverses politiques dans le but, évidemment, de suivre le mouvement mondial de lutte contre le réchauffement climatique. La mise en œuvre des contributions déterminées au niveau de chaque pays nécessite des moyens financiers. La Côte d'Ivoire a bénéficié d'une première enveloppe de 85 000 € et cette enveloppe a été surélevée un petit peu. Donc aujourd'hui, nous avons bénéficié au total de 113 000 € de la part du gouvernement belge parce qu'il y a eu une étude technique qui a été faite par des consultants internationaux et des consultants nationaux. Et à la suite, il y a eu l'atelier de renforcement des capacités qui a nécessité un peu plus de moyens que nous avions prévus au départ. Du coup, aujourd'hui, nous avons la plus grosse enveloppe de l'initiative belge au niveau international. Un appui qui devrait aider la Côte d'Ivoire à se doter d'un cadre politique et institutionnel. Dans le domaine de la santé, une bonne nouvelle pour les agents du corps de la police nationale. Ils ont désormais leur propre polyclinique. Située à Yopougon-Ndokwa, la polyclinique Hôtel Médical a ouvert ses portes ce week-end. L'ouvrage a été entièrement financé par le Fonds de prévoyance de la police nationale. Serge Coléa.
La polyclinique hôtel médical, c'est le nom de l'hôpital de référence réalisé par le Fonds de prévoyance de la police nationale. Cet hôpital est dédié aux agents de la police malades ou blessés en service commandé ainsi qu'à leurs ayants droit. Le directeur général et le président du conseil d'administration du Fonds de prévoyance de la police nationale ont visité les locaux en compagnie du responsable médical. Nous avons regardé un peu la courbe de croissance de nos dépenses de santé. Et nous avons proposé au Conseil, dans un premier temps, de mettre l'hôpital de police aux normes internationales. Et le Conseil nous a demandé d'acquérir nous-mêmes, n'est-ce pas, un centre. Et c'est comme ça que nous avons acquis cet hôpital. Ça, c'est une urgence pour répondre à une préoccupation pressante, à savoir que les cliniques privées décident de fermer la porte aux policiers. L'hôpital a ouvert officiellement ses portes le samedi 15 décembre. Dans un premier temps, 15 lits, un bloc opératoire, un service de néonatalité, une pharmacie et 4 salles de consultation sont disponibles. Je suis très heureux car je pense que c'est un joyau que vraiment le fonds a offert aux policiers. Je pense que ça va amoindrir vraiment nos souffrances. D'un coût global d'environ 4 milliards de francs CFA, la polyclinique hôtel médical sera entièrement achevée dans quelques mois. Au nombre des commodités, il est prévu 60 lits pour 20 chambres, 3 blocs opératoires, un complexe d'imagerie, un bloc d'hémodialyse et bien d'autres services. La lutte contre l'incendie d'aéroport rassemble à Abidjan 18 représentants des États membres de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Les responsables des unités de lutte contre le feu et les chefs de sauvetage et de garage planchent sur le renforcement du dispositif pour contrecarrer l'incendie dans les aéroports et les aéronefs. Francis Boifo. Tous les aéroports recevant des avions de ligne doivent obligatoirement compter une équipe de pompiers capable d'intervenir à l'endroit le plus éloigné de la piste en moins de 3 minutes après le déclenchement de l'alerte. C'est une exigence de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Elle met l'accent sur le sauvetage et le renforcement du dispositif de lutte contre l'incendie des aéronefs, l'une des conditions favorisant la desserte des plateformes aéroportuaires par les compagnies. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, entend à travers cette rencontre d'Abidjan renforcer les capacités de sauvetage et de lutte contre l'incendie dans les 18 pays membres tenant compte des nouvelles menaces. Les nouvelles menaces existantes sont surtout donc les cyberattaques, les attaques biologiques de toute nature. Et en cela, donc, il faut changer le dispositif de lutte, de riposte. Les échanges d'expériences permettront aux services de secours de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan de préserver les acquis. En termes d'équipement, l'aéroport d'Abidjan est aux standards internationaux en ce qui concerne donc le sauvetage et la lutte contre l'incendie. La preuve, nous sommes en mesure d'assurer un niveau, celui que nous appelons niveau de protection 9, qui permet aujourd'hui d'accueillir l'Airbus A380. J'engage donc l'ASECNA, fournisseur de services de la navigation aérienne pour la Côte d'Ivoire, à prendre toute sa part dans la réalisation de cette vision des plus hautes autorités ivoiriennes. Faire de l'aéroport d'Abidjan un pôle aéronautique incontournable. Cette deuxième édition de la semaine sur le sauvetage et la lutte contre l'incendie des aéroports sera sanctionnée par une simulation à partir des installations de l'aéroport d'Abidjan. Et l'actualité internationale de ce lundi nous mène au Japon, en République démocratique du Congo et au Sénégal, où Karim Wade et Khalifa Sall ont présenté leur intention de candidature à la prochaine présidentielle, et ce malgré la pression d'un emprisonnement. L'actu en bref avec Wanjan Télésoro et Salimatou Dia. Au Sénégal, ils sont présentés comme candidats sérieux face à Macky Sall, président sortant. Karim Wade, fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, et Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, entendent déposer leur dossier de candidature. Les deux camps envisagent une solidarité afin de mener un front commun face à Macky Sall.
En République démocratique du Congo, à 7 jours des élections, la position de la coalition Lamuka conduite par Martin Fayoulou au sujet de la machine à voter a évolué. Opposé au départ au vote électronique, le candidat de la coalition demande à ses partisans de participer aux élections en allant porter leur voix aux urnes. Au Japon, 42 blessés, c'est le bilan de l'explosion d'un restaurant à Sapporo, sur l'île de Hokkaido. Aux alentours, des immeubles en bois sont effondrés partiellement. Un témoin dit avoir senti une odeur de gaz. Une enquête sur les causes de l'incendie est en cours. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour d'autres informations sur RTI 1. Passez une très bonne soirée.